Les Big Pharma cachent déjà des traitements contre le cancer. Oui, Les décisions médicales les plus critiques seront bientôt prises par des machines. Lever des fonds pour une start-up santé, c'est une partie de plaisir. la rentabilité globale dans l'industrie pharmaceutique, c'est plus de 30%. On est entre 32, 33, 34%. C'est monstrueux. Le business plan au départ et l'investissement dans ce médicament-là a été calibré pour que la rentabilité soit sur cette cible. Donc si la cible elle est dégraissée de 60%, le médicament est plus rentable. Donc ça devient très compliqué. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de la capsule où aujourd'hui je reçois Romain Clément, fondateur de Arca Science. Pour ce podcast, on va commencer par une petite nouveauté, un petit vrai-faux direct, simple, pour avoir des réponses honnêtes sur l'industrie pharmaceutique, l'IA et l'entrepreneuriat en France. Donc déjà Romain, bonjour. Bonjour. Je commence direct dans le vif du sujet. 90% des médicaments testés sur des patients ne marchent pas. Faux. L'IA, c'est déjà mieux que les chercheurs. Quels médicaments vont échouer? Non, faux. Une intelligence artificielle est toujours objective. C'est faux. Plus on donne de données à une IA, plus elle devient forcément meilleure. Non, c'est pas vrai. La France est un bon pays pour entreprendre dans la santé. Oui, c'est vrai. La France peut rivaliser avec les États-Unis dans l'IA et la santé. Difficilement, mais oui, je pense. Ok. Les Big Pharma cachent déjà des traitements contre le cancer. Oui, Les décisions médicales les plus critiques seront bientôt prises par des machines. Oui. Lever des fonds pour une start-up santé, c'est une partie de plaisir. Non. Éviter un seul échec en phase 3 peut faire économiser des centaines de millions d'euros. absolument. Mais Donc- ça n'arrive pas. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. On va jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Hein. Dans 10 ans, on se demandera comment on faisait la recherche sans Arca Science. Oui, totalement. Toutes les personnes qui vont écouter ce podcast vont s'abonner à la capsule. Ah oui, non, ça c'est une obligation. Parfait. Ils l'ont déjà fait. Bah, excellent. Merci Romain. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va parler IA, science, industrie pharmaceutique. Et donc pour ça, j'ai la chance donc de recevoir le fondateur de Arca Science, une société qui combine donc IA et science pour faire avancer la recherche et le développement de nouveaux médicaments, dont l'objectif est, tu me diras si je me trompe, de tout simplement éviter que on donne des médicaments qui ne marchent pas sur les patients. Donc Romain, déjà bienvenue dans Merci. le podcast. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux succinctement te présenter et après on rentrera vraiment dans le vif du sujet? Je m'appelle Romain Clément, je suis le CEO et cofondateur d'Arca Science. Mhm. Je suis spécialisé sur ce qu'on appelle du data management, donc tout ce Ok. qui concerne comment on fait en sorte d'exploiter correctement de l'information, de l'acheminer, de la stocker correctement. J'ai un passé qui est un peu, je dirais, divers, et qui m'a amené en fait à créer cette société-là. J'ai 3 masters différents et en fait je les ai menés pour pouvoir arriver à créer Arca Science en ayant la sensation de contrôler à peu près tout facteur clé de succès de l'entreprise. Ouais. Voilà, et puis j'ai 32 ans. Comment t'en es venu à monter cette boîte? Alors, c'était pas ma première société. J'avais déjà créé une société avant dans le domaine du conseil en stratégie éditoriale, dans le domaine numérique. Donc, D'accord. j'ai des sites internet à augmenter leur trafic, etc. Et ça, c'était pendant mes études. Mhm. Et puis, étant déjà passionné d'informatique, parce que j'avais déjà, depuis tout petit, en fait, appris à, par exemple, à coder en C++ à 7 ans. J'avais déjà commencé à travailler sur même du montage de vidéos Ok. à 11 ans. J'avais participé à des concours de montage de vidéos à cet âge-là. Enfin, tout ce qui était autour de l'information multimodale, donc vidéo, texte et organisation de cette information-là m'intéressait. Et en fait, du coup, à ce moment-là, j'ai eu la chance, et je crois que c'est l'une des grandes chances que j'ai dans ma vie, c'est de rencontrer des bonnes personnes. Ouais. Souvent, je dis, j'ai pas vraiment de talent. J'ai pas vraiment de talent, j'en ai peut-être un seul, à la limite, Mhm. c'est de pouvoir trouver des gens qui sont, eux, talentueux, Ok. et qui ont le temps de pouvoir m'expliquer les choses simplement. On dit souvent que c'est un des meilleurs talents à avoir pour un fondateur. Ouais, absolument. Je pense que en tout cas, c'est l'un des critères essentiels. Ce que je dis à mes étudiants, c'est que l'un des meilleurs talents, c'est de pouvoir expliquer sa vision, avoir une vision, l'expliquer et embarquer Ouais. sur sa vision. Et en fait, c'est ça qui permet de créer une cohésion, une connivence avec Mhm. des personnes qui eux-mêmes sont talentueux, qui leur donnent envie de raconter ce qu'ils voient au travers de toi et au travers du projet que tu leur offres, en fait. Ouais. Et le vrai talent à cet endroit-là, c'est du coup en fait de déposer et puis ensuite de prendre du recul, de se mettre en retrait pour laisser, comme un petit chat quand il arrive dans un nouvel endroit, faut le laisser prendre C'est ça. possession des lieux, faut laisser les gens prendre possession de ta vision.
Et à cette époque-là, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens extrêmement talentueux. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le directeur de l'information scientifique et technique du CNRS, notamment. Ok. À l'époque, il s'appelait Serge Beauhoin, qui a dirigé également l'Institut national d'information scientifique et technique à Issy-les-Nancy, ce qui est cher à mon cœur, puisque je suis nancéen Ok. aussi. Donc, c'était très perturbant aussi, parce que du coup, ça veut dire que cette personne-là, quand elle dirigeait cet institut, bah, moi, j'étais encore au collège. Donc, on était à quelques kilomètres de distance. Une autre personne clé que j'ai rencontrée un peu plus tard, mais qui a quand même vraiment été déterminante dans le développement de mon projet, c'est l'un des directeurs de recherche à l'INRIA de Paris, Mhm. qui dirige également un institut européen qui s'appelle le DARIA, qui est l'un des pères de l'intelligence artificielle, Ok. aujourd'hui, qui a développé les premiers LLM et le premier LLM en français, donc D'accord. large language model, grand modèle de langue. Qui s'appelle Laurent Romary, et un premier modèle de langue en français basé sur BERT. On Ok. connaît beaucoup GPT, qui est un Ouais. grand modèle de langue, mais il y en a d'autres, dont BERT. Et parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, pour le nommer, ce modèle de langue français, il a trouvé un acronyme qui faisait CAMEM avant, qui faisait du coup CAMEM, BERT, Camembert. Et donc, Ah oui, d'accord. On est bien en France. on est bien en France, Ouais. et il était très content de pouvoir dire ça à la radio en Allemagne, parce qu'il est localisé à Berlin. Ok. J'ai également pu rencontrer l'un des Global R&D de Sanofi, qui donc lui a pris le temps de déjeuner avec moi, Mhm. étudiant à l'époque, qui avait vraiment pas grand-chose à raconter d'intéressant, et qui lui m'a révélé que voilà, dans l'industrie pharmaceutique, eh bien, il était très difficile de pouvoir avoir le contrôle sur l'information. Lui, quand il travaillait sur notamment des antihistaminiques, il me disait, Ouais. voilà, ça me prend 2 semaines parfois pour recevoir les datas que je demande à mon record manager, donc à Ok. celui qui gère les données en interne. Et il dit, c'est le problème d'un peu cette organisation de l'information au sein de l'industrie, mais tout simplement qui est inhérente à la façon qu'on traite de on travaille, l'information bien sûr. biomédicale, que les chercheurs, en fait, les cliniciens, ils sont pas, leur métier, c'est pas de mettre des étiquettes sur de la donnée, en fait, c'est de faire en sorte que l'essai clinique arrive à son terme. Et donc, tout le travail de préparation de l'information qui vient une fois qu'on a les résultats, souvent, il est assez ignoré. Et on se retrouvait dans une situation, à voir qu'à science, où ça, c'est un peu comme à la fin de Indiana Jones et l'Arche perdue, tu sais, Ouais. où l'Arche elle est dans un hangar immense, Mhm. tu vois, c'est vraiment les hangars immenses, avant qu'Amazon existe, c'est un peu la même chose. Et en fait, c'est un peu comme si tu allais chercher de l'information dans des hangars immenses comme ça, c'est un peu la Ouais. même chose, ça, modélisé. Donc en fait, l'idée, elle vient de là, le constat que l'industrie elle-même n'était pas en capacité de pouvoir faire une découverte fine de cette information, la rencontre avec mon associé, la rencontre avec cette personne du CNRS qui me dit, il faut absolument que tu ailles voir cette personne de l'INRIA, parce que ton Ouais. problème, tu pourras pas le régler avec des technologies traditionnelles, on est en 2016, hein. Mhm. On me dit, en 2016, tu devras le régler avec de l'IA. Ok. Et donc Laurent Romary me dit, oui, c'est des grands modèles de langue qu'il te faut. À cette époque-là, on appelait ça de la NLP, on appelait Ouais. ça pas ça Mhm. des LLM entre nous. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, bon, toute personne qui était en dehors de l'IA, vous voyez énormément à cette époque-là, c'était pas la mode l'IA, nous disait que la NLP c'était ringard. Ok, d'accord. Ah ouais. C'était ringard, et que voilà, parce qu'en fait, il y avait eu énormément d'échecs. Mhm. Et notamment lié à IBM Watson, qui avait fait énormément de promesses, notamment Ouais. sur le cancer du sein, qui les avait pas tenues. On a eu une première courbe de hype qui s'était crashée et qui n'avait pas donné le palier. Mhm. Et, Donc là, tu parles bien donc dans le cas d'IBM Watson, donc de modèles d'IA qui auraient servi donc à aider au développement ou au traitement, du coup au développement de nouveaux médicaments ou au traitement Du cancer du sein. maladie. Ouais. Alors là, non, c'était surtout au début, c'était sur la détection. Sur la détection. Sur la détection de cancer du sein, en fait. D'accord. C'était la grande promesse d'IBM Watson. Il y en Ok. avait eu plein d'autres, hein, évidemment, ouais. parce que c'était un modèle qui se voulait généraliste sur plein de questions. Mhm. Et en fait, il avait, sur cette promesse-là, surpromis. Disons qu'il disait que voilà, et les résultats disaient qu'il était efficace à plus de 90% pour détecter un cancer du sein, que c'était un cancer du sein précoce, qui était bien meilleur que les cliniciens, évidemment, etc. Et puis, du coup, en essayant de généraliser, bon, il y a notamment certaines grandes entreprises, dont Roche, je peux en parler aujourd'hui, qui a eu des gros soucis, en fait, dans cette collaboration-là. Donc, l'industrie a gardé le souvenir de cette promesse non tenue, un peu comme un traumatisme. Et donc, du coup, les premières années d'Arca Science ont été pas simples en termes d'évangélisation. Mais ça tombe bien, parce que de toute façon, on a juste beaucoup de R&D à faire et qu'on n'était pas encore sur le commercial, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un gros travail. Et puis, il n'y avait pas cette hype de l'IA. C'est vrai que je me rappelle, moi, je pense que j'avais travaillé sur des projets
2019 peut-être, 2020, sur, pareil, sur des projets via IA. C'était plus pour la détection de mélanome, ou de grains de beauté qui commencent à être un peu difformes via des applications photo, où il y a de la promesse. Et je me rappelle pour justement avoir travaillé pour une boîte, et en fait on s'était aperçu que les calculs qu'ils avaient promis de spécificité et de sensibilité, en fait étaient mal faits. Et était faux. Donc ils se disent oui, c'est super, en fait vous avez 90% de chances de détecter un cancer de la peau, alors que pas du tout en fait. Oui, bah, c'est toujours le problème, on va en parler, hein, je pense, enfin on verra, mais la donnée d'entraînement en matière d'intelligence artificielle, en fonction du niveau de variabilité du sujet que tu adresses, bah, elle est de plus en plus critique, de base elle est critique, mais par exemple la variabilité, tu parles de grains de beauté en dermatologie, elle est considérable. Déjà entre toi et moi, bien sûr, on n'a pas la même peau, mais entre moi qui viens de l'Est de la France et un Breton, on n'a pas la même peau en pur et dur. C'est très difficile. Alors il y a une société, je l'ai découverte en 2018, qui s'appelait Capture Proof. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette société-là. D'accord, peut-être. Elle était située à San Francisco. Son CTO qui est arrivé, en fait, qui n'était pas CTO fondateur, mais qui est arrivé dans cette société-là. Son enjeu à lui, c'était de pouvoir effectivement découvrir si il y avait vraiment moyen de pouvoir créer un business autour de ça. La société Capture Proof, c'était on prend une photo de tes problèmes de peau et on va te diagnostiquer ton problème et on va pouvoir te classifier. Et puis en plus aux États-Unis, c'est quand même une société d'immigrés de tous les endroits du monde en fait. À la racine, il y a un brassage qui est tellement important que le moment où Capture Proof a vraiment décollé, c'est quand ils ont fait un use case, une proof of concept, non pas sur la peau, mais sur de la détection et de la confirmation de qualité d'organes à transplanter. D'accord, bon, la peau, on est assez différents, mais une fois qu'on ouvre, globalement, on est tous un peu pareil, quoi. Globalement, on est, Donc, la variabilité en matière de dataset d'entraînement, une fois si elle est trop importante, en matière d'intelligence artificielle, bah, c'est probablement que le sujet que tu es en train d'adresser, bah, le time to market n'est pas bon. Ou alors qu'il n'y a pas assez de données. Voilà. Donc il faut avoir aussi un certain lâcher-prise en matière de développement de solutions d'intelligence artificielle par rapport aux limites qui sont celles de la donnée et ta capacité à trouver de la régularité dans cette information, quoi. D'accord, ok. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, aujourd'hui, c'est qu'il y a soit un problème de capacité ou de techno, soit on a pris des sets de données qui sont beaucoup trop hétérogènes. Pour revenir du coup un peu plus au cœur de notre sujet, à l'industrie pharma, là aujourd'hui, avant de parler du produit phare d'Arca Science, j'aurais une question assez simple. Pourquoi aujourd'hui on a encore, je dirais, tant d'essais cliniques qui échouent? Parce qu'on est sur, globalement, un ratio de 90%. Les chiffres peuvent se discuter, mais l'ordre de grandeur, il est à peu près celui-là. Alors, bon, ça... C'est une grande question. Ouais, c'est une énorme question qui implique énormément Enfin, c'est une question extrêmement complexe, évidemment, sinon on ne serait pas à 90%. Et puis en plus, on est à 90% globalement, mais il y a des sociétés... Alors, c'est mon chef de produit, Charbel, qui m'a dit ça avant-hier, on était en séminaire, il m'a dit, mais tu sais, Romain, et Lily, ils sont à 27%. 27%. Ils sont à 27%. D'accord. Et je dis, mais c'est incroyable, une société comme ça. Ils comptent à partir d'où? Depuis le début de la phase préclinique. Hein. C'est pas sélection de candidats, parce que candidat, on est à 2,5% de sélection, donc déjà là, on est globalement. Voilà, mais Lily, ils sont à 27% apparemment. Bon, un chiffre à vérifier, mais je lui fais entièrement confiance. Globalement, je pense qu'il y a une question de temporalité. On regarde sur les dernières années dans l'industrie pharmaceutique, on a eu une décroissance de rentabilité sur la R&D de l'ordre aux alentours de 20%. Donc dans l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que pour 1 euro investi, avant ils en tiraient ils en tiraient 20% de plus, quoi. Donc ça, cette décroissance, elle est due notamment au fait que premièrement, on a arrêté de découvrir des molécules chimiques. La grande ère de la chimie, elle est derrière nous. C'était années 90, début des années 2000, ils appelaient ça un peu l'âge d'or de l'industrie pharmaceutique. Ceux qui sont de l'industrie pharmaceutique et qui ont vécu cet âge d'or-là savent de quoi je parle. Et puis donc, après, il y a eu une espèce de zone de flottement où finalement l'industrie pharmaceutique aussi a un peu changé son modèle par vague, c'est-à-dire ils sont revenus, puis ensuite ils repartent, c'est-à-dire qu'ils ont externalisé la recherche clinique, puis ils l'ont réinternalisé, puis réexternalisé. Ce qu'on constate cependant, c'est que quand même, les CRO, donc les sociétés de consulting dans l'industrie pharmaceutique, sont passées en 2018 de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires à, là, à cette fin d'année, je crois qu'on est de l'ordre de à peu près 100 milliards. Ah oui, d'accord, ok.
Donc, il y a une énorme tendance d'externalisation Bien sûr. des processus dans l'industrie pharmaceutique, en particulier en recherche clinique. Donc, et derrière ça, en fait, c'est la volonté de rationaliser ses coûts dans Ouais, bien sûr. l'industrie pharmaceutique pour justement maintenir en fait cette rentabilité, puisque derrière, en fait, c'est des enjeux d'investisseurs. La rentabilité globale dans l'industrie pharmaceutique, c'est plus de 30%. On est entre 32, 33, 34%. Les meilleurs Ok. sont au-dessus. C'est monstrueux, c'est énorme pour des Pour capitaines une industrie, d'industrie, ouais. d'autres industries qui écoutent ce podcast. Je me dis, j'aimerais bien avoir une rentabilité pareille, mais les moyennes de l'industrie sont les moyennes de l'industrie. Donc si on investit dans l'industrie pharmaceutique, on va investir dans les meilleurs, quoi. Donc Ouais. voilà. Et donc du coup aujourd'hui, c'est plus des recherches. On est plus à un pivot avec donc tout ce qui va être biothérapie, médecine de précision, médecine personnalisée, qui donc du coup, ajoute un niveau de complexité et donc également le fait qu'il y en a moins de recul par rapport à ces thérapies-là, qui font que du coup, il y a un niveau d'échec qui est plus important. Ouais. Donc ça, c'est une première réponse. Voilà, une réponse qui est plus de l'ordre de la tendance. Et puis, il y a une deuxième réponse qui est, on va dire, métier. Disons que les médicaments échouent. Alors, auparavant, ils échouaient beaucoup plus, il me semble, dans le développement clinique. Donc on était plutôt en préclinique phase 1, on avait un taux d'échec qui était plus important. Okay. Maintenant, les médicaments, étant donné qu'on a beaucoup de technologies qui sont arrivées à maturité dans la drug discovery, drug design préclinique, qui peuvent permettre de faire in silico, donc sur un ordinateur, beaucoup de simulations pour apporter des preuves et étayer l'essai, ajouter de l'enthousiasme dans cette première phase, et l'enthousiasme au niveau du laboratoire, mais aussi au niveau des autorités de santé, la molécule, elle échoue plus tard, en phase 2. Et les échecs en phase 2, ils coûtent extrêmement cher. Ils coûtent pas aussi cher qu'en phase 3, évidemment, mais ils coûtent extrêmement cher. Donc, les échecs en phase 2 sont bien souvent dus à une trop grande toxicité. L'efficacité, globalement, on la connaît. Mais bon, si pour que le médicament fasse effet, il faut en administrer une dose qui fait que le foie prend un coup, c'est pas intéressant. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment l'identifier. Donc là, ça échoue. Également, alors moi, on va rentrer dans l'opinion personnelle du coup là. On a fait tendance, on va dire plus mécanistique, et maintenant personnellement, je pense que aussi également l'industrie pharmaceutique, on la connaît, elle est quand même assez cupide. Donc, pour pouvoir avoir un médicament qui passe et qui soit intéressante, qui passe dans les phases et qui soit intéressante pour un industriel, jusqu'à très récemment, on cherchait à avoir un médicament avec une cible thérapeutique assez large. Tu vois, donc comme on se dit, on sort le médicament, ça va être un gros blockbuster, et puis on va avoir beaucoup de patients qui vont pouvoir profiter de ce médicament. C'est louable. Voilà, on se dit que pour des patients qui sont moins nombreux ou avec une cible plus restreinte, financièrement, c'est moins intéressant. Et tous les enjeux derrière de remboursement, etc. qui sont ici, voilà. Sauf que si on a une cible trop large, un médicament qui est efficace pour une cible trop large, on élargit le spectre. Globalement, il y en a moins de chances que ça soit efficace pour cette cible-là. Donc, médecine de précision, médecine personnalisée, on en a beaucoup parlé, on n'a pas vu beaucoup de traitements surgir, même si en fait, je pense que si on était davantage dans cette tendance-là, on aurait plus de traitements qui passent. La stratégie sur laquelle on va militer, je dirais presque, sur laquelle on va sensibiliser pour au moins des personnes qui n'ont pas besoin d'y être sensibilisées, mais on va en parler, on va ajouter une couche de discussion au niveau des cliniciens, c'est de dire, nous on est capable de vous apporter chez Arca Science une vue du bénéfice-risque par rapport à une cible précise. On peut vous permettre d'entrevoir un rapport bénéfice-risque beaucoup plus important si sur cette cible-là, vous faites un petit pas de côté. Oui. D'accord, ok. Et donc, si vous faites un petit pas de côté, vous avez plus de chances d'avoir une autorisation de mise sur le marché, vous avez plus de chances de progresser même dans votre étude. Et si vous avez une AMM, une autorisation de mise sur le marché, vous avez mécanistiquement plus de patients qui prennent votre médicament. Et si on est sur des maladies, si on est sur des maladies graves ou des maladies rares ou des maladies avec peu de traitements disponibles, vous avez quand même aussi une chance assez sensible pour que votre traitement soit prescrit off-label. Donc, qu'en vie réelle, vous ayez des données qui vous reviennent en off-target, et donc du coup, derrière, vous pouvez faire une variation ou même carrément un repositionnement. Donc c'est une stratégie qui est un peu plus granulaire, mais qui pour moi pourrait permettre de justement réduire ce taux d'échec de 90% et aller davantage vers plus de succès, quoi, et moins d'échecs en développement clinique. Et parfois, c'est assez, je dirais, rageant, parce qu'on a vu des essais cliniques échouer en phase 3 avec des bons résultats.
mais qui étaient mal designés au niveau du protocole, au niveau de leur cible. Et donc des patients qui, dans la cohorte, avaient eu des excellents résultats et qui la cohorte était trop large, qui auraient pu appartenir à une sous-catégorie de cette cohorte-là, et ben, donc du coup, n'auront pas accès au traitement à cause de ça. À cause de ça. Voilà. Pour justement ceux qui peuvent être un peu moins familiers, on pourrait se dire, pourquoi justement s'il n'y a pas si on a des résultats, je dis n'importe quoi, sur 25% des patients, mais qu'on avait annoncé donc que l'essai clinique commençait à justement à être valable, je vulgarise volontairement, à partir de 35-40% de patients, pourquoi ces patients-là justement n'ont pas accès au traitement tout simplement puisqu'ils ont répondu au traitement. Oui, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est des enjeux industriels derrière. Alors après, il y a des gestes qui sont faits, même pour, tu vois, des traitements pour des patients qui ne peuvent pas accéder à l'essai clinique. Tu vois, on appelle ça des sympathetic care package, ou en français c'est des accès compassionnels. Oui, accès compassionnel, exactement. Voilà, qui pendant le traitement, pendant l'essai clinique, le patient peut demander à avoir accès au traitement. Ouais, dans certains cas, c'est un cadre assez précis. Voilà, généralement c'est en cas d'échappement, donc c'est-à-dire le patient par exemple atteint de cancer, le traitement qu'on lui a prescrit ne fonctionne plus, il n'y a plus d'autres options, donc exactement. Voilà. Il va pouvoir avoir accès. Et puis derrière, écoute, moi j'ai envie de te dire, s'il y a des traitements qui sont fonctionnels, qui existent aujourd'hui, qui sont vendus, mais que les industriels choisissent de retirer parce qu'il est plus rentable et que les patients n'ont plus accès au traitement, il n'y a pas de raison qu'un traitement qui a été refusé par les autorités de santé, disent pour cette catégorie-là, on va l'autoriser. Ou que l'industriel lui-même fasse le geste d'essayer de... le business plan au départ et l'investissement dans ce médicament-là a été calibré pour que la rentabilité soit sur cette cible. Donc si la cible elle est dégraissée de 60%, le médicament est plus rentable, donc ça devient très compliqué. Par contre, ce qui se passe pendant les essais cliniques, c'est un espoir pour les patients, c'est tous les moments où l'industriel, lui, va faire ce qu'on appelle des amendements au protocole. D'accord. C'est-à-dire que quand il va lancer son essai clinique, il va y avoir des cliniciens qui vont définir un protocole, donc c'est-à-dire les règles du jeu de ton essai clinique. Et ils vont dire à l'autorité de santé, voici les règles de mon essai clinique. Je vais, par exemple, sur un médicament contre le diabète, je vais prendre des patients qui vont être des hommes et des femmes entre 25 et 50 ans et je vais déclarer que je vais mesurer leur glycémie. Tu vois, tu dois déclarer ce que tu vas mesurer. C'est-à-dire que si à un moment donné tu dois mesurer leur taux de cétone, par exemple, tu vas pas avoir le droit de mesurer leur taux de cétone. Tu vois, même si tu as des échantillons de sang dans lesquels tu peux avoir parfaitement leur taux de cétone. Tu dois être autorisé dans le cadre de ce protocole-là pour ton essai clinique de faire ces mesures. Et en fait, l'espoir, c'est que en moyenne, par essai clinique, il y a à peu près entre 11 et 12 amendements au protocole qui sont menés. D'accord. Donc, pour un essai clinique qui va durer 10 ans en moyenne, c'est-à-dire une fois par an, le clinicien, le groupe, on dit le clinicien, mais il n'y a pas vraiment de clinicien, hein, c'est des cliniciens qui ont chacun des postes très différents. Mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, va reprendre le protocole, changer les règles, reproposer à l'autorité de santé. Alors, je dis une fois par an, c'est une moyenne, hein, mais en fait parfois tu as 3 amendements une année, d'un puis coup, après et après il n'y a plus rien. Voilà. Et ensuite on relance pour espérer arriver au bout avec quelque chose qui soit pertinent et qui fonctionne, quoi. Ce qui est normal, tu pars d'une base, mais ton essai clinique évolue, tu remarques des choses lors du passage justement chez les patients. Donc, un patient ne réagit pas comme un modèle préclinique. C'est normal qu'il y ait des amendements, c'est un processus itératif. Tout à fait. Jusque-là, c'est normal. Quand un essai clinique est autorisé, il est disponible sur les sites des autorités de santé en clinicaltrials.gov ou sur le site de l'EMA, etc. Les résultats, eux, ne sont pas ou pas totalement, mais enfin, on sait quels essais cliniques sont en cours, etc., les critères d'inclusion, d'exclusion, etc. Cependant, c'est pas assez exhaustif et globalement, un patient, lui, il va avoir énormément de mal à comprendre à quoi il peut avoir accès, qu'est-ce qui peut lui être bénéfique ou pas. Ce qu'on appelle en intelligence artificielle le plain language, c'est le langage simple qui doit permettre à un patient de comprendre quelles sont ses opportunités de traitement. Et alors, il y a des livres, alors je ne sais pas si c'est dans le livre d'Anka Petré qu'elle a publié il y a quelques temps, ou dans un autre, de patients, un patient qui était atteint d'un cancer de la langue, il était en échappement, son médecin lui dit, écoutez, mettez vos affaires en ordre, il n'y a plus rien à faire, parce qu'il n'a pas laissé tomber, parce qu'il a continué à discuter avec des associations de patients, qui sont souvent également le dernier recours en matière d'information, les Patient Advocacy Group. Il a pu découvrir par un autre patient qu'il y avait un médecin qui, lui, avait une méthode chirurgicale à New York qui pouvait lui sauver la vie. Ok, et d'accord. de fait, il lui a sauvé la vie. Donc l'accès à l'information,
je pense que non seulement pour l'industriel, pour en prévention, trouver le bon patient, c'est primordial, mais pour le patient, trouver le bon essai, c'est primordial aussi. Depuis l'existence d'Arcascience, on a eu des moments déchirants avec nos utilisateurs ou nos followers. En fait, on a des personnes qui sont venues nous voir en nous demandant « Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des moyens de me soigner, d'allonger en fait mon espérance ?» Ouais. Et le pire, c'est quand c'est un père qui vient nous parler, un père suisse d'un jeune garçon qui avait un DIPG, donc diffuse intrinsèque pontine glioma, donc un cancer du cerveau extrêmement agressif, Ouais. et qui lui est venu me voir directement avec cette question: est-ce que vous connaissez des traitements où on peut avoir des accès compassionnels pour mon enfant? Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre. À ce moment-là, malheureusement, on n'était pas encore prêt pour lui proposer une réponse complète. On a fait ce qu'on pouvait. Il est venu nous voir parce qu'on était on était en collaboration, on était partenaire, on l'est toujours aujourd'hui avec l'Institut du cerveau de la moelle épinière. Le président de cet institut est l'un de nos associés aujourd'hui. D'accord. Et c'est comme ça qu'il nous a trouvés. Et donc on espère que dans l'avenir, l'activité qu'on a au sein de l'industrie pharmaceutique de trouver le meilleur patient pour leur traitement, en fait on peut aussi l'avoir de l'autre côté, tu vois. Pour les patients, les aider à trouver la meilleure information pour eux, comme moi j'aurais besoin de trouver la meilleure information. Et on le fait déjà d'une certaine manière avec la maladie de Verneuil, puisqu'on a sorti le premier modèle de langue spécifique à une pathologie, qui connaît tout sur la pathologie, sans halluciner. Et ça, c'est extrêmement important parce que les technologies d'IA aujourd'hui, ChatGPT et compagnie, sont incapables de faire ça, parce que structurellement, dans leur architecture, elles ne sont pas préparées pour ce genre de réponse. Et nous, on garantit aux patients que, voilà, là, au moins, tu peux tout savoir, et d'une manière accessible. Ok, donc aujourd'hui, avec Arcascience, vous arrivez, ou du moins c'est aussi l'ambition de se positionner sur les deux pans. Un, aider la recherche clinique à toucher, on va dire, les bons patients, mais aussi se positionner du côté du patient et de dire, ok, on peut vous guider justement vers le traitement dont vous avez besoin. Oui, et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Ne serait-ce qu'en termes de vision, dont je parlais tout à l'heure, ou en termes d'implication personnelle. Enfin, dans notre équipe, on est une toute petite équipe. Aujourd'hui, on vient de lever des fonds. On vient de lever 7 millions de dollars. En parlant de dollars, parce qu'on est positionné sur le marché américain très majoritairement, mais si on reste résolument une société française, et on va rester une société française. Mais c'est de pouvoir effectivement avoir cette qualité d'information à disposition du patient. Mais on a que ce modèle-là aujourd'hui sur la maladie de Verneuil, mais on va en développer davantage. Et notre objectif, évidemment, c'est pas faire payer le patient, c'est que tout ça reste gratuit et que finalement tout l'intérêt soit synergique entre le patient d'accéder au traitement et entre l'industriel de pouvoir, disons, avoir les meilleurs résultats avec des cohortes de patients qui sont les plus adaptés à ce qu'ils souhaitent démontrer. Très clair. Est-ce que du coup tu peux nous parler concrètement du produit phare d'Arcascience? Alors ce produit, c'est une solution qui va intégrer dans un premier temps toutes les informations pertinentes pour établir ce qu'on appelle un profil bénéfice-risque d'un médicament. Donc un profil bénéfice-risque, je pense que tout le monde peut un peu comprendre spontanément ce que ça veut dire, c'est à quel point le médicament il est avantageux de le prendre par rapport à un autre. Voilà, donc ça peut être dans le cas d'une pathologie qui n'a aucun traitement, le profil bénéfice-risque autorisera qu'il y ait un certain nombre de désavantages, d'effets secondaires graves, si sans le médicament par exemple, la seule alternative, conséquence à ne pas prendre le médicament, c'est le décès par exemple. Et plus on va vers des traitements vers des maladies qui sont bien traitées, plus le profil bénéfice-risque, donc bien traité ça veut dire avec de la concurrence, concrètement, plus le profil bénéfice-risque va devenir stratégique. Tu vois, par rapport à la maladie de Verneuil sur laquelle on a travaillé, donc HS, hydradénitis suppurativa de son joli nom scientifique, ou hydrosadénite suppurée en français, c'est une maladie sur laquelle il n'y a pas beaucoup de traitements. Voilà. Le seul traitement, c'est l'adalimumab aujourd'hui, qui fonctionne dans seulement 40% des cas. Et par contre, traitement anti-inflammatoire. Anticorps monoclonal. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui dans le développement, mais pas sur le marché. Donc, disons que c'est un endroit qui bouge, quoi. Donc, il y a beaucoup de stratégies à avoir parce qu'il faut aussi observer les développements des concurrents, alors, leur aspect mécanistique, parce que c'est sur ça qu'on travaille, nous. D'accord ? Donc, notre plateforme, elle va apporter cet aspect mécanistique, elle va présenter les bénéfices
les risques du médicament en cours de développement, avec toutes les composantes du bénéfice et du risque du médicament en cours de développement, donc tout ce qui va être biomarqueur, endpoint, indicateur de toxicité. On travaille beaucoup en ce moment sur intégrer de la pharmacocinétique dynamique avec de nouveaux modèles qu'on intègre différemment aujourd'hui. Tout ce qui évidemment a trait aux effets secondaires, aux interactions médicamenteuses, quand il y en a aujourd'hui, quand par exemple on parle de médicaments de classe 1, et aujourd'hui on va développer un médicament qui doit s'associer avec ces médicaments-là, par exemple. On va parler de toxicité, de ces choses-là. Ces informations-là, ces informations qui doivent être considérées sur un plan presque statistique, même quand elles sont qualitatives. Ok. Et en dessous, on va identifier les opportunités. Alors les opportunités, ça peut être dans le bénéfice, ça peut être dans le risque. Et dans le bénéfice, dans le risque, on va avoir des forces et des faiblesses. Et les forces et les faiblesses, c'est toujours par rapport à quelque chose. Et c'est ça qui nous différencie de nos concurrents. Nos concurrents, c'est des CRO globalement, c'est que des consultants. D'accord. Et ils vont dresser le profil bénéfice du médicament, mais ils vont peu comparer le médicament en développement avec le médicament concurrent, celui qui a la même cible et qui est le meilleur. Okay. Parce que l'autorité de santé, quand elle va recevoir les résultats de l'essai clinique et le dossier de demande d'AMM, même en passant entre chaque phase, elle va chercher à vérifier si ça vaut le coup de le valider par rapport à ce qu'on a déjà. On va pas valider quelque chose qui est moins bon que ce qu'on a déjà, quoi, tu vois. Et c'est comme ça aussi qu'on évalue le prix d'un médicament qui va être souvent basé justement sur l'amélioration par rapport au standard de traitement, le standard of care. Exactement, c'est ça qu'on appelle standard of care, exactement. Le SOC. Le SOC. Pour les intimes. Pour les intimes. Et là, tu vois, par exemple, je donne un exemple. C'est un exemple sur de la donnée publique. Je ne peux pas donner d'exemple sur de la donnée privée par rapport au travail qu'on a fait avec Sanofi. L'adalimumab provoque, dans certains cas, des dysfonctionnements érectiles. Okay. Il faut savoir que la maladie de Verneuil, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une maladie de peau qui provoque la survenance de nodules. Donc ça va être des boutons suppurés, c'est-à-dire comme des boutons d'acné, mais plus volumineux, plus forts, plus douloureux. Généralement au pli du corps, donc au niveau sous les aisselles, dans la région génitale, périanale aussi. Et donc, il faut imaginer que les gens-là qui ont cette maladie-là, c'est une maladie chronique. Et donc, comment tu fais, toi, quand tu es un jeune adolescent et que tu as une maladie comme ça? Tu vois, comment tu fais pour créer une relation avec quelqu'un que tu rencontres et que tu dois lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, j'ai des boutons qui parfois même peuvent tirer vers, je dirais pas de la pustule, mais c'est pas loin, ouais. Pour certains cas, parce qu'on a un scope quand même de sévérité. De sévérité, voilà, des boutons qui est extrêmement large. Pour certains, ça va être vraiment des petits boutons d'acné, pour d'autres, ça va être beaucoup plus sévère. Okay. Et donc en fait, dans 60% des cas, des personnes atteintes de cette maladie, ils vont développer une dépression. D'accord, ok. Donc ça, la maladie s'associe à ça. Donc, de la maladie de Verneuil, elle est associée à la dépression. Elle provoque la dépression. Un isolement émotionnel parce très l'isolement, fort. Voilà. Et puis parce que aussi, de la douleur permanente. On peut avoir aussi de la maladie de Verneuil dans le pli de la nuque aussi, qui peut devenir très douloureux. D'accord. Et alors, l'autre option à l'adalimumab, c'est de les faire retirer chirurgicalement. Des personnes qui sont opérées chirurgicalement tous les ans. Et c'est très douloureux. Donc ils vivent dans la douleur, ces gens. L'adalimumab provoque dans certains cas plus ou moins rares des dysfonctionnements érectiles. Okay. T'ajoutes à l'isolement émotionnel, la dépression, des dysfonctionnements érectiles. Oui, pour un homme, c'est compliqué. Ah ouais. Et donc du coup, pour un profil bénéfice-risque, pour un médicament qui est en cours de développement, qui ne provoquerait pas de dysfonctionnement érectile, écoute, c'est à considérer comme une opportunité. Et donc notre solution va présenter ces éléments-là à l'industriel et lui dire, écoute, sur ta cohorte de patients, parce qu'on comprend le profil du patient, en fonction du mécanisme d'action de ton médicament, parce que les données qu'on va récupérer, on ne va pas juste surligner dans un texte le médicament X provoque telle chose, on va comprendre son fonctionnement et son mécanisme d'action avec sa target, et on va dire, voilà, par rapport à ce mécanisme d'action-là, à votre médicament, mais également à tous les autres médicaments qui ont eu un mécanisme d'action similaire, où on peut rapprocher des éléments. Voici à quoi vous pourriez vous attendre. Voici les problématiques du concurrent. Voici là où vous devriez vous positionner si vous voulez augmenter le bénéfice-risque de votre médicament. Et pour revenir à ce qu'on disait précédemment, si vous n'avez aucun moyen dans votre protocole d'évaluer que votre médicament ne provoque pas de dysfonctionnement érectile, ce serait pas mal de faire un amendement pour pouvoir le mesurer. D'accord, ok. Du coup, si je comprends bien, la porte d'entrée aujourd'hui de votre produit principal, moi qui pensais à la base qu'on était plus sur les candidats médicaments, c'est plutôt
les patients qui sont inclus dans les essais cliniques et sur lesquels vous analysez leur profil, moléculaire, génétique, et vous êtes capable de dire en fonction du médicament qui est utilisé, ah tiens, voilà, là ça pourrait mieux marcher, ou il faudrait que vous fassiez des amendements sur votre essai clinique. C'est ça. Alors bon, après, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a encore quelques mois, on était une société de 7 personnes. Maintenant, on est une société de 8 personnes. Donc ça grossit hein, tout doucement. Petit à petit, mais... croissance importante quand même, malgré tout. Hein. On est à plus, c'est quoi, c'est 15%. Ouais, à peu près. Un peu moins. En fait, il fallait qu'on choisisse nos environnements de travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en sélection de candidats médicaments. C'est un sujet sur lequel on travaille sur un dossier européen, notamment. Okay. Également, à cet endroit-là, il y a quand même beaucoup plus de données que nous, on intègre différemment aujourd'hui, c'est-à-dire des données omics. Les données omics sont moins intégrées évidemment dans le cadre de l'essai clinique. On va sur des données qui vont être beaucoup plus proches du patient au niveau vie réelle et sur lesquelles on a beaucoup plus de data, on est beaucoup plus volubile. On a la plus grosse base de données d'informations de bénéfices-risques du monde. On a 100 milliards de data points dans notre base de données qui provient de la donnée publique qui était inexploitable jusqu'à présent sur ces sujets-là, de données de partenaires qui l'ont intégré à notre database, de données synthétiques qu'on a générées à partir de données de clients, donc du coup qu'en fait c'est pas des données sensibles du coup. Et donc aujourd'hui c'est une question de priorité. Donc en fait notre solution aujourd'hui elle tourne dans le domaine clinique, sur de la phase 1, 2, on n'a pas encore fait de la phase 3 actuellement. D'accord, ça va venir. Et en post-marketing, notre solution aujourd'hui elle a été sélectionnée par l'un des plus grands géants des CRO, numéro 2 mondial, pour faire de l'évaluation continue des risques des médicaments de leurs 200 clients. D'accord. Parce que du coup, j'imagine, j'extrapole peut-être, hein, mais de ce que je comprends, c'est vrai qu'elle pourrait avoir un intérêt, ou elle a un intérêt énorme en post-marketing sur du repositionnement moléculaire. Alors ça a déjà été le cas dans le cadre de notre collaboration avec l'Institut Cerveau de la Moelle épinière. On avait déjà travaillé sur un projet où, à cette époque-là, alors c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça, on avait uniquement nos modèles de structuration massif qui nous permettaient d'avoir l'arrivée de données. C'est vraiment de la plomberie, hein. L'arrivée d'eau, quoi. L'arrivée de données structurées, de très haute qualité, ce que je disais au début, ça c'est ultra différenciant par rapport à toutes les autres sociétés. On est très fiers d'avoir travaillé pendant 4 ans sur ce tuyau de données, parce que c'est ça qui nous a permis d'entraîner des modèles spécifiques, et en particulier le modèle d'identification des risques. Et donc l'ICM nous a dit, on a 100 candidats médicaments là, et on aimerait savoir si sur ces 100 candidats médicaments qui existent aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, est-ce qu'il y en a qui pourraient être synergiques avec le standard of care sur le glioblastome, cancer du cerveau. Ils nous ont dit au départ, ne nous dites pas s'ils vont être efficaces ou pas, dites-nous simplement par rapport à leur profil risque, est-ce qu'ils vont potentialiser les risques du standard of care. Donc tout ce qu'ils voulaient, c'était de se dire ok, est-ce qu'on peut simplement, pour des patients qui sont dans les étages, parce que c'était dans les étages, là où on était localisé, est-ce qu'on peut leur rendre la vie plus facile ? Tu vois, il n'y avait pas un aspect curatif à ce moment-là, c'était vraiment un aspect palliatif à la limite, tu vois, thérapeutique. Voilà. Et donc, dans le processus d'analyse des risques, on est passé sur 2 molécules où on s'est dit non, ces 2 molécules-là ont un profil risque qui n'est pas potentialisateur, c'est-à-dire que, par exemple, si le standard of care provoquait, je sais pas moi, des vomissements ou des vertiges, que le médicament-là n'en provoque pas non plus. Tu vois, ou qui se potentialise pas d'un point de vue mécanistique. Première chose. Et deuxième chose, très bien, est-ce que vous pouvez nous dire si ça passe la barrière hémato-encéphalique ? On leur dit, écoutez, c'est quand même déjà dans le domaine du développement clinique, la barrière hémato-encéphalique, c'est un énorme sujet parce qu'on est très bien protégé là-haut. C'est très difficile d'acheminer des médicaments là-haut. Et en fait, nous on leur a dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est, puisque c'est des médicaments qui sont accessibles déjà par le patient, identifier dans les risques des facteurs qui démontrent que ça passe la barrière hémato-encéphalique. Voilà, et donc d'identifier tous les cas où on a eu des troubles de la vue, des troubles de l'audition, des maux de tête et ces choses-là. Et au-delà d'un certain niveau de reporting, on avait une conviction forte que oui, ça passait la barrière hémato-encéphalique. Ok, très clair. Par rapport à tout ça, j'imagine que vous allez du coup chercher des données un peu entre guillemets partout. C'est-à-dire que vos données, elles doivent venir j'imagine, de données en vie réelle, des essais cliniques, des patients. Enfin bref, c'est tout un set de données.
J'ai une question sur le modèle d'IA. Un modèle d'IA, c'est souvent associé un peu à ce phénomène de la boîte noire, Mhm. où en gros, on balance des données, on crée un modèle, on lui balance des données, et le modèle, il fait des choses dont on ne sait pas trop ce qui se passe, mais à la fin, on a un résultat qui nous convient. Donc comment, justement, quand on a une boîte d'IA, on fait face à tout ça? Parce que j'imagine derrière, il y a aussi des défis réglementaires. Lorsque on va aller chercher une approbation d'un médicament, si l'approbation d'un médicament elle est liée à un modèle d'IA dont on ne sait pas toujours ce qui se passe, Mm. voilà, comment où on en est aujourd'hui par rapport à tout ça? Et comment on gère un peu ces problématiques? Tu vois, sur ce sujet-là, j'ai une phrase de Lacan qui me revient très souvent, c'est la parole de l'auteur l'engage parce qu'elle investit le destinataire d'une réalité nouvelle. Mhm. Et tu vois, en matière d'intelligence artificielle, c'est un peu ça. Tu as un peu la responsabilité de la réalité que tu vas produire pour ton destinataire. Et donc, c'est engageant. Ouais. Dans la question d'engagement, il y a une question de responsabilité. Et donc, la responsabilité dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la technologie, c'est pas quelque chose de très clair. Tu vois, tout simplement, comment dire, le pilote autonome de la Tesla, si jamais Tesla renverse quelqu'un, on n'a pas encore tranché sur la question, typiquement en Europe. C'est pour ça que c'est globalement pas autorisé. Donc, la boîte noire en matière d'intelligence artificielle, elle est complexe relativement à cette question. Qui est-ce que ça engage par rapport à la réalité que tu produis? La réalité biologique que tu produis, c'est-à-dire que si tu produis un traitement qui objectivement est bon, Ouais. c'est-à-dire que tu vas avoir 99% des patients qui vont être soignés, 1% des cas, ce qui peut être monstrueux, qui peut être monumental, si jamais en fonction de la cible, tu vois par exemple. Bien sûr. Le sujet, c'est de faire en sorte que chaque réponse puisse être traçable par rapport aux raisons qui ont apporté cette réponse. Mm. Déjà, en termes de mécanisme, l'algorithme, Ouais. comment l'algorithme a été encodé. Ensuite, les sources qui ont permis d'obtenir cette réponse. Mm. Et que chaque élément de réponse, on puisse, donc élément clair de réponse, élément clé de réponse, c'est-à-dire une mesure, un sujet, une citation, enfin bref, on puisse revenir à la source. Et ça, c'est absolument clé. Il y a des statistiques qui sortent tous les ans, et là encore une fois, dans plusieurs articles en 2025, qui ont démontré, encore une fois, que les LLM ne sont pas compatibles avec un développement clinique en termes d'efficacité, en termes de précision. D'accord. Ok. Tu vois, un exemple. Si tu fais, on appelle ça une attaque adversiale, avec un modèle d'IA, LLM, type ChatGPT et compagnie. C'est-à-dire si tu lui racontes n'importe quoi. Tu vas lui dire, j'ai pris un paracétamol, il m'est poussé un 6e doigt. Je t'assure que c'est la réalité. Explique-moi pourquoi. Bon, je grossis le trait, quoi. Ouais, bien sûr. Vraiment très très fort, c'est une attaque adversiale. Dans 50 à 84% des cas, le modèle va répondre n'importe quoi. Ok. D'accord? Dans 50 à 84% des cas. Et c'est la première réponse. Si on est sur le cas d'un clinicien qui parle très sérieusement à un modèle d'IA, et il ne va pas faire une attaque adversiale, il va juste lui dire ses résultats. Et on est dans le cadre d'un développement scientifique. Donc en fait, on n'est jamais sur quelque chose d'exact. On n'est jamais sur quelque chose de certain. Bien sûr. On est sur du progrès scientifique. C'est juste jusqu'à temps qu'on prouve que c'est faux. Et c'est comme ça que fonctionne la science. Donc, par essence, c'est toujours faux. Bon, le modèle va toujours répondre quelque chose de globalement assez complaisant. On Conventionnel. Voilà. Dans les benchmarks, il y a quelque chose que mon lead AI m'a praise, qui est un prodige, je trouve, de ces sujets-là. On a beaucoup de chance d'avoir dans notre équipe. Praise m'a montré qu'il y a un nouveau critère qui est rentré, qu'on appelle ça la psychofanciness. C'est en gros la capacité, le défaut qu'ont les modèles à être flagorneurs en français. D'accord, ok. Tu vois, à flatter ton... Voilà, à être flatter ton ego, conciliant. bien sûr. Sauf qu'en fait, quand tu as une utilisation sérieuse, la flagornerie, elle passe inaperçue. D'accord? Donc, quand tu fais une attaque adversiale, 50-84% des cas, il va te dire n'importe quoi, et ça devient 2 fois pire au bout de la 2e question. Ensuite, il va te produire, dans les derniers tests, 30% de sources fausses, dès la première réponse. Si tu lui demandes ces sources, attention, donc si tu lui demandes pas ces sources, il va te produire 30% de sources fausses. Si tu lui demandes ces sources, de produire des sources dans le cadre d'une revue de littérature, par exemple, il va te produire entre 80 et 92% de sources fausses. Ah oui, d'accord. D'accord ? Donc, c'est considérablement catastrophique. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand nous, on propose un modèle d'IA sur la maladie de Verneuil, qui propose à un patient toute la connaissance scientifique de sa maladie, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Tu vois ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu utilises le modèle, chaque élément de réponse, chaque petit élément d'information, il y a une petite puce à côté qui va te rediriger vers la source et la raison de ce que le modèle te dit cette chose. Maintenant, la deuxième question que tu vas te poser, c'est ok, mais comment tu es sûr que ce que ton modèle il dit, ça vient d'une source qui est qualitative ? Alors en fait, dans les modèles d'IA, qui sont de nature à avoir une boîte noire, donc les LLM souvent,
ils s'entraînent sur de la donnée massive, Internet, tu vois. Mhm. Ils s'entraînent pas comme nos Small Language Models, donc nous, on est sur une autre technologie, SLM, Ouais. où nous, on va avoir plusieurs technologies d'IA qui fonctionnent main dans la main. On va avoir un système complexe, on appelle un Ensemble AI model, Mhm. avec des modèles statistiques, des modèles physiques et logiques, qui vont comprendre la forme du document, des modèles plutôt qui vont se rapprocher, pas vraiment de l'IA, mais enfin, comme je disais tout à l'heure, ce modèle statistique, c'est pas vraiment de l'IA, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus en expression régulière, des choses comme ça. Tout ça va faire que tu vas être dans ce qu'on appelle un système. Mhm. Et ce qui sort de ce système va amener le modèle à dire « je ne sais pas Ok. ». Tu vois, ce qu'un modèle LLM, lui, va pas dire. Lui, va avoir cette capacité qu'on appelle l'imagination, et c'est un vrai paramètre dans le domaine des développements de modèles d'IA. Mhm. Et l'imagination, on peut l'augmenter ou on peut la réduire. D'accord. C'est un paramètre, c'est un chiffre en fait, qu'on peut augmenter ou réduire Bien sûr, ouais. nous-mêmes en tant qu'ingénieur. Et c'est drôle parce que quand tu réduis l'imagination sur un LLM, eh ben, il va se mettre à devenir anxieux. Ah oui? Ouais. Ok, d'accord. Tu vois, il va continuer à te répondre, mais il va répéter plein de fois la même chose. Et même à un moment donné, il va s'arrêter au milieu de la phrase, tu vois. Il va paniquer, il va s'arrêter, il va se figer, quoi. Un Ok, peu comme d'accord. le FFF réflexe de l'humain, tu vois. D'accord. Freeze, tu vois. Ouais. Ah bah, c'est Donc, fou ça, ok, je c'est savais fou, pas. tu vois, il va figer. Et alors ça, c'est lié à l'architecture des modèles LLM aujourd'hui, qui est Transformer, d'accord, qui est l'architecture la plus, voilà, plus utilisée, que nous on utilise, mais à la marge. Tu vois, c'est pour ça D'accord. qu'on en a plein. Hmm. La boîte noire, elle ne pourra pas fonctionner en domaine clinique. Il faut garantir l'origine des sources, garantir également aux cliniciens que la façon qu'a ton modèle de qualifier l'information, il puisse avoir aussi d'une certaine manière un peu la main dessus. Tu vois, la sensibilité de, en fait, je suis en préclinique, j'ai besoin d'avoir une sensibilité qui est pas très importante. J'ai besoin des signaux faibles, Hmm. par exemple, tu vois. J'ai besoin d'avoir tout ce qui peut se dire sur le mécanisme d'action de mon médicament que je vais tester. Et savoir par avance si je vais avoir des risques thromboemboliques graves, tu vois, embolie, Ouais. infarctus, AVC, ce genre de choses. Tout autre médicament qui a un peu le même profil, qui passe par les mêmes pathways, etc., Hmm. j'ai besoin de savoir s'ils ont fait des choses un peu bizarres que ce que mon médicament peut provoquer. Ok. Quand tu arrives en phase 3, tu resserres le scope, tu as besoin de savoir tout ce qui est très précis sur exactement ce que tu es en train de tester pour renforcer le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Hmm. Donc là, sensibilité maximale, pas beaucoup de signaux faibles, d'accord. Et là, on est sur quelque chose où on va renforcer le dossier. Hmm. Mais ça ne veut pas dire que les informations, tu peux pas aller les consulter. Ouais, bien sûr. Ok. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Je crois que on a besoin de nouvelles technologies sur l'intelligence artificielle pour que ce soit compatible. Et ce que nous, on a cherché à faire depuis le début, c'est justement de sortir des sentiers battus, de travailler sur la science. Hmm. C'est pour ça qu'on a travaillé avec l'INRIA dès le début. On a travaillé avec ce fameux Laurent Romary, qu'on a embauché des chercheurs et qu'on a rien lâché depuis le début. On était convaincus que c'était ça qu'il fallait faire, de ne pas se faciliter la vie en allant vers des LLM parce qu'ils existaient déjà en 2018. Ouais. Parce que voilà, en fait, dernier point par rapport à ça, quand on développe une société dans le domaine de l'intelligence artificielle en santé, on a plusieurs options au tout début. Tu vois, c'est un peu la page blanche. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, le premier problème, c'est comment je vais pouvoir avoir l'info? Comment je vais pouvoir avoir la data? Ouais, bien sûr. Et alors, il y a des sociétés qui sont très talentueuses, comme Hawkin, beaucoup de personnes la connaissent. Thomas Clausel, ses cofondateurs, ils ont réussi à trouver un moyen très malin, déjà d'investir dans une nouvelle technologie, le federated learning, et donc par ce biais-là, de s'adjoindre la confiance de la technologie et des institutions pour obtenir leurs données. D'entraîner des modèles en federated learning, donc d'entraîner des modèles, des bouts de cerveau en fait, dans différents endroits, et ensuite tu rassembles le modèle. Tu as cette option de pouvoir du coup, par un mécanisme plus ou moins intelligent comme l'ont fait Hawkin, de obtenir la confiance des institutions, des hôpitaux, et d'obtenir leurs données. À ce moment-là, tu dois partager la gouvernance de la data, et potentiellement également partager les bénéfices du modèle entraîné. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, et c'est le choix qui est fait par 99% des startups. Parce que déjà, premièrement, souvent, les startups sont fondées par des personnes qui viennent du domaine de la santé, donc des docteurs, des pharmaciens comme toi. Moi, je suis pas pharmacien, je suis data manager. Et en fait, moi, je me suis dit, il nous faut de la data, il faut qu'on soit autonome. Alors, je dis pas que c'est un mauvais moyen de faire des pharmaciens, etc. Elles ont leur réseau, donc elles en profitent. Non, mais tu pars d'une logique où, entre guillemets, tu es déjà un peu plus dans le métier. J'imagine que, tu vois, en tant que scientifique, tu te dis, voilà à quoi me sert l'IA. Ouais. Toi, tu te dis,
attends, avant de me dire à quoi sert l'IA, moi, de quoi j'ai besoin Voilà. pour faire fonctionner mon IA. Voilà, et exactement, tu as totalement raison. Voilà comment faire fonctionner mon IA. Voilà comment mon IA pourrait fonctionner, quel potentiel elle aura une fois qu'elle sera entraînée sur un plan général. Ouais. Et ensuite, comment je pourrais l'appliquer à des sujets pathologiques, thérapeutiques. Je dis pathologique parce que du coup, nous, on a eu une approche holistique au départ, ce qui est très risqué, encore une fois, très risqué, parce que tu n'as pas beaucoup l'attention des clients. À ce moment-là, en fait, tu vas avoir des cliniciens, tu vas leur dire, j'ai un système qui te permet de fédérer ta donnée biomédicale et de t'aider dans ta gestion de ton essai clinique. Ok, mais en fait, tu as une personne en face de toi qui est spécialiste d'oncologie, de cancer du sein métastatique. Il dit, ok, mais moi, mon sujet, il est ultra précis. Donc, démontre-moi que mon sujet est ultra précis, tu es capable de faire quelque chose. Et nous, on est là, au début, je ne vais pas te mentir, moi, la première fois qu'on m'a parlé de voie de signalisation, j'ai bégayé. C'était pendant la Covid. Ça faisait 2 ans que j'avais créé Arca Science. Et j'étais avec un directeur de R&D de Sanofi en face. Ok. Et j'ai bégayé. J'étais là, ok, bon, il faut que je monte en compétence sur ce sujet. Parce que, il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe. Et à ce moment-là, on a pris une stagiaire pharmacienne qui était exceptionnelle, qui est restée avec nous pendant quelques années et qui est ensuite repartie dans l'investissement, dans les fonds d'investissement. Elle s'appelait Diane. Et qui m'a... je lui ai dit, peux-tu me donner accès à tes cours parce que je suis vraiment littéralement court sur les cours, là, tu vois. Et grâce à ça, du coup, on a pu avancer. Mais alors, donc moi, j'avais une vue plus technologique, mais ça nous a permis d'être indépendants sur l'entraînement de nos modèles. Ça nous a permis aussi d'avoir un volume de données critique pour avoir de la qualité dans l'entraînement. Et de ne pas être, disons, à risque quand on arrive sur des sujets particuliers. Comme là, tu vois, cancer du sein métastatique, hydrosadénite suppurée, des choses comme ça. Tu vois, on a travaillé sur l'endométriose cette année, on a travaillé sur la sclérose en plaques, on a travaillé sur la fibrodysplasie ossifiante, une maladie rare qui transforme les muscles en os. C'est pas mal, c'est pas marrant. On a travaillé sur le cancer du cerveau. Et donc ça, on a été capable d'être pertinent sur ces sujets-là grâce à ça. Aujourd'hui, du coup, c'était une de mes questions, c'est que globalement, votre plateforme et le produit du coup d'Arca Science, il n'a pas de préférence ou de domaine thérapeutique sur lequel il est plus ou moins performant. Il peut être performant sur tous les domaines thérapeutiques. Alors, je vais pas dire oui, parce que sinon je vais pas me faire des copains. Et aussi parce qu'en fait, déjà, premièrement, on ne sait rien. Oui, tu me diras, vous l'avez pas encore testé. On n'a pas encore testé sur tous les domaines. Et en plus, disons quand même, il y a quand même un besoin d'adaptation en fait de nos modèles pour être pertinent, en particulier sur quels paramètres en fait vont être extraits et présentés dans l'analyse bénéfice-risque pour mon client. C'est-à-dire que dans le domaine dermatologique, on va avoir des paramètres bénéfice-risque qui vont totalement différents que dans le domaine de l'oncologie. Et dans le domaine de l'oncologie, c'est un domaine qui est tellement évolutif et qui aujourd'hui intègre d'autant plus effectivement des omics que en fait c'est pas les mêmes datas, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous, on va avoir tendance à se dire dans les mois qui viennent, on va plutôt s'emparer d'une aire thérapeutique, d'une pathologie. Et là, tu vas voir Arca Science faire beaucoup plus de communication sur ces éléments-là, sur ces pathologies-là. Nous consacrer, embaucher des personnes, nous consacrer, à cette pathologie-là pour être certain que notre approche, elle soit parfaitement alignée avec le métier, d'emblée, avant de les rencontrer, et qu'en fait, eux nous éduquent, parce que jusqu'à présent, c'était nos clients qui nous éduquaient lors du Statement of Work, tu vois, le CW. Alors, heureusement, nous, on avait cette méthode, ce sérieux, cette rigueur du côté ingénierie pour avoir un Statement of Work extrêmement streamliné, extrêmement précis pour arriver à l'objectif du rendu final. Mais demain, c'est de pouvoir raccourcir cette phase d'adaptation où le client était en confiance parce que il avait son rôle, on avait le nôtre. Là, il gardera toujours son rôle, il sera toujours l'opérateur de la plateforme, parce qu'encore une fois, nous, on ne va pas dire « fais ça, ton médicament va fonctionner ». On va lui dire « voici les informations, voici les opportunités ». La plateforme, tu peux aller dans les datas, tu peux générer des visualisations. Et donc, en fonction de ta stratégie en tant que clinicien, tu peux t'engager dans une opportunité, dans une autre. Et en fonction de cette opportunité, cette autre-là, le profil bénéfice-risque de ton médicament, il va évoluer. Son score global va évoluer.
Et donc, il va refléter la stratégie que tu as choisi d'emprunter. Voilà, tu as choisi, le chemin que tu as choisi d'emprunter. Et donc, c'est ça qui est bien et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a de l'organicité dans notre pratique de l'intelligence artificielle. Et même s'il y a de l'organicité, nous, on met un point d'honneur, et c'est aussi pour ça, je ne l'ai pas dit au départ quand tu m'as demandé d'où je venais, c'est aussi pour ça que quand en 2016, j'ai eu l'idée d'Arca Science, également suite à visionnage d'un documentaire sur Aaron Swartz, exceptionnel, The Internet Owned Boy, je te le conseille. Je regarderai. J'avais déjà pensé à un système qui permettait de fédérer l'information et ensuite de pouvoir mener des évaluations de performance sur des médicaments. Avec mon associé, je lui ai dit, on va prendre 2 ans, tout déblayer et voir les raisons pour lesquelles, déjà, 1, il n'y a pas de société qui fait ce qu'on veut faire, et 2, comment ça pourrait être vraiment fiable et scalable, qu'est-ce qui a freiné. Voilà. Et bien en fait, parmi ces éléments-là que j'ai analysés, en 2018, il y a un article très bien qui s'appelait Why Big Data Failed Pharma, qui est sorti, et enfin plein d'autres articles aussi qui expliquaient pourquoi les technologies comme Hadoop ou Spark à l'époque, Hadoop c'est une société qui a un petit éléphant qui était devenu une licorne qui s'est crashée, enfin bref, ou qui s'est recyclé dans autre chose, mais voilà, et rassemblait plein de données dans plein de silos, ils ont tombé dans des data lakes à l'époque, c'était à la mode, mais sans avoir la possibilité d'analyser ces données. Enfin, c'est vraiment comme si tu prenais plein de choses que tu ne connaissais pas, tu ne comprenais pas, tu les mettais dans un seul et même endroit, et puis après, débrouille-toi, quoi. C'est pas ce que tu en fais. Et la compréhension de la donnée était absolument capitale pour évaluer la qualité de ce que tu proposais. D'accord ? Donc l'utilisabilité de cette information est directement corrélée à la confiance que tu donnes à un système aujourd'hui d'intelligence artificielle. Et donc du coup, ce lien explicite entre la source et je dirais l'insight, le livrable un peu Oui, voilà, la prédiction, voilà, il est primordial. Il est primordial, d'autant plus, tu as face à toi des personnes, ça fait 25 ans, littéralement, ils travaillent sur le cancer du sein métastatique. Ouais, bien tu sûr. vas pas leur dire gratuitement, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non, pas possible. Et c'est même pas respectueux de leur personne. Tu vois, c'est même pas respectueux du système. Tu vois, j'ai découvert quelque chose encore une fois récemment. Il y a des startups qui se lancent, qui sont des startups qui sont fondées par des gens qui sont géniaux, mais trop géniaux. Tu vois, ils vont voir le problème, ils vont se dire, bon, il y a un point A, il y a un point B. Enfin, je veux dire, il y a une équation, je la résous, et je vais de A à Z. Voilà, je vais de A à Z d'un seul coup. Ouais. Tu vois, et en fait, je fais gagner par ce biais-là, tu vois, 10 ans, je fais gagner 5 ans à l'étude clinique. Sauf qu'en fait, ils oublient qu'entre A à Z, il y a tout l'alphabet, quoi. Ouais. Et donc, sur tout cet alphabet-là, il y a des humains, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a des gens qui sont plus intéressants que ton modèle, il y a des obligations réglementaires qui sont là pour protéger les patients, qui sont là pour s'assurer de la qualité de ce que tu es en train de faire. Et en fait, tu dois apprendre de tout ça et tu dois produire... tu dois prendre en compte. Tu dois prendre en compte tout ça. Ouais, bien sûr. Tout ça. Et donc la boîte noire, c'est aussi, je pense, quelque chose dont j'étais moi aussi coupable au départ, c'est une ignorance de la complexité de ce qu'est l'industrie pharmaceutique, pour ce qu'elle est en tant qu'une industrie qui doit faire du profit, oui, très bien, mais aussi pour ce qu'elle est en tant qu'industrie réglementée et qui cherche à nous soigner, quoi, qui va nous maintenir en vie pour le reste de nos jours, quoi. Ouais, non, mais complètement d'accord. Du coup, je trouve que c'est pas mal pour terminer ce podcast. Peut-être simplement, avant de conclure, quelles sont du coup aujourd'hui un peu les ambitions d'Arca Science ? Tu nous as dit, tu as levé des fonds, donc 7 millions de dollars. Quelle est la suite pour Arca Science ? Alors la suite est maintenant, un peu comme dans Malcolm, The Future is now, old man. C'est maintenant, on s'arrête pas, quoi. Donc là, la majorité de nos clients ils sont aux États-Unis. Okay. La France, c'est un formidable pays. L'Europe est un formidable continent. C'est le plus gros marché du monde. Il y a le désavantage d'être fragmenté. Ouais. Donc, la réalité, c'est que les États-Unis, c'est 60% du marché mondial en pharmaceutique et il est consolidé. Ils parlent la même langue, ils ont la même culture. Ouais. Donc, c'est inévitable, à un moment donné, de pouvoir aussi croître là-bas. Donc, en fait, on va créer une filiale aux États-Unis. On va également recruter un Chief Medical Officer, donc un directeur médical. On a déjà une agence de recrutement qui est lancée sur ce profil. On va recruter 2 autres profils de commercial là-bas. Et donc, pour nous, maintenant, c'est de généraliser l'utilisation de notre technologie. On va également la proposer à des acteurs réglementaires. Parce qu'en fait, les autorités de santé, quand elles reçoivent
les dossiers, refont une analyse de bénéfice-risque. Donc notre sujet à nous, c'est de dire, bon, pourquoi pas les aider eux aussi? Ouais, bien sûr, bien sûr. De la même manière que pour les patients, gratuitement. Ok. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est avec toute la force de la rapidité avec laquelle on apporte l'information. Ça, je ne l'ai pas Mm. dit, c'est 18 mois, entre 12 et 18 mois de travail qu'on fait en quelques minutes. Ouais. Apporter l'information, construire un profil bénéfice-risque. Et surtout, on garantit à l'acteur, donc autorité ou industrielle, ou qu'il a toutes les données. Et avec nos clients, on a démontré que c'était entre 9 et 100 fois plus de données auxquelles il avait accès avec notre solution. Ok. C'est-à-dire que voilà, quand on était sur la sclérose en plaques, le client avait 100 000 points de données, Mm. 100 000 éléments avec lesquels il pouvait travailler. Donc, et nous, on en apportait 900 000. D'accord, ok. Et sur la maladie de Verneuil, on avait plein d'acteurs différents avec lesquels on a travaillé. Mais globalement, c'est une maladie qui était encore considérée comme une maladie rare l'année dernière par l'OMS, maintenant plus. Mais donc ça veut dire quand même qu'il y avait très peu de données dessus. Bien sûr. Très peu de données globalement égale facteur plus important derrière pour tout ce qu'on a réussi à découvrir en rapprochant les mécanismes d'action, 100 fois plus de données. Donc c'est de pouvoir dire, les gars, on est là, Ouais. on peut changer la donne. Et donc là, c'est beaucoup de conférences, beaucoup de congrès à la fin de l'année. Mm. C'est, comme je te l'ai dit, très probablement lancer Arca Science plus précisément sur des aires thérapeutiques, Ouais. plus précisément sur des groupes de pathologies, sur des pathologies. Puis c'est des publications, voilà. C'est, En gros, là, j'imagine le gros travail, ça va être un peu que, je vais grossir le trait, hein, mais que tous les acteurs, en gros pharmaceutiques, savent qu'Arca Science existe et peut leur faire gagner du temps et de l'argent concrètement. c'est ça, c'est de dire, bon, vous voyez, Sanofi, vous avez 83 molécules en portefeuille, optimisez votre pipeline avec nous, quoi. Ouais, Tu vois. bah oui. Et puis là, on aura peut-être une bonne surprise dans quelques mois, mais c'est de dire, vous voyez votre traitement qui a été développé avec l'aide d'Arca Science, il a obtenu son autorisation de mise sur le marché, et bientôt ce sera donc médicament / traitement supported with La Arca plus belle Science. des récompenses. Voilà, supported Ok. with Arca Science, on a des patients. Alors, la plus belle des récompenses, ce sera quand véritablement des patients nous diront, votre technologie nous a aidé à bien nous soigner, ou alors effectivement, on a pris ce médicament-là, et ça a été un peu grâce à vous, quoi. Ok, Ouais. génial. Bah, je pense qu'on peut conclure sur ça. C'est parfait. Merci beaucoup, du coup, Romain, d'être venu sur le micro du Merci de m'avoir podcast. accueilli. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'en tout cas qu'il vous a plu. Et si vous voulez continuer d'apprendre sur d'autres sujets, moi, je vous redirige sur également mes anciens podcasts. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.